Bienvenue à la série de webinaires sur le racisme à l'égard des personnes noires et la santé publique, présentée par le Black Health Education Collaborative et le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Alors, je m'appelle Pema Mouzoukma et je suis très heureuse d'être le hôte pour cette série, spécialiste de l'application des connaissances au Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé et il est situé là, dans ce qu'on appelle aujourd'hui Antigonish, en Nouvelle-Écosse, Mi'kmaq, territoire ancestral et non cédé du peuple Mi'kmaq. Ce territoire est couvert par les traités de paix et d'amitié que les peuples Mi'kmaq et Wolosh-Tuwi ont signés pour la première fois avec la couronne britannique en 1725. Ces accords ne traitent pas de la cession des terres et des ressources, mais reconnaissent en fait le titre de propriété des Mi'kmaq et établissent des règles de ce qui devait être une relation permanente entre les nations. Bien que je parle d'un centre qui est situé dans la partie du territoire Mi'kmaq qui est connu sous le nom de Nouvelle-Écosse, je me trouve physiquement à Tiohtià:ke, donc qui est connu sous le nom de Montréal, sur les terres et les zones non cédées de la nation Kanien'kehá:ka, un endroit qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre de nombreuses Premières Nations. Cette reconnaissance territoriale est pour moi une invitation d'abord à réfléchir à la façon de mieux comprendre la vérité sur la colonisation et pour m'engager dans la réconciliation. Récemment, j'en ai appris davantage sur ce qui a été colonisé et comment, dans ce qu'on appelle maintenant le Québec, et comment donc s'est déroulée la colonisation dans ce pays. J'ai appris que l'esclavage a été établi dans ce qui est maintenant connu comme le Québec, où je vis par un mandat royal. Et j'apprends également que dans les années qui ont suivi, quand ces traités de paix et d'amitié ont été signés par les Mi'kmaq, des personnes noires ont été réduites en esclavage également et ont fui l'esclavage de ce qu'on appelle aujourd'hui la Nouvelle-Écosse. Alors, c'est important de comprendre cette histoire de violence raciale et coloniale et la façon dont ces systèmes ont porté préjudice aux personnes noires et aux autochtones de manière distincte et significative. Car le centre que je représente reconnaît que le racisme et la colonisation sont des facteurs systémiques de différence en matière de santé, qui sont évitables et profondément injustes. Alors, notre objectif, c'est d'aider la communauté de la santé publique à s'attaquer aux déterminants structurels et sociaux de la santé et contribuer à améliorer la santé et à réduire les inégalités. Alors, je pense que c'est important au niveau personnel de partager cette réflexion et je voulais également mentionner aussi que si vous voulez en savoir davantage sur ce centre, vous pouvez aller visiter notre site web en anglais NCCDH, CCNDS. Alors, on est heureux d'organiser cette série en partenariat avec le Black Health Education Collaborative. On s'engage à continuer à travailler dans cet espace avec la communauté de santé publique après ces événements. Alors, on a trois invités trois panélistes pour cette série de webinaires. On a Dr. Omishore Dryan et Samia Abdi, qui sont nos invités en fait aujourd'hui. Et puis, on aura également un webinaire successif, le Dr. Oni Norum. Alors, tout d'abord, la Dr. Omishore Dryan est une femme noire, queer et professeure agrégée, titulaire de la chaire James R. Johnson en études canadiennes noires à la faculté de médecine, directrice intérimaire du Black Studies Research Institute, nouvellement créée à l'Université d'Alousie, et co-directrice de la nouvelle organisation nationale de Black Health Education Collaborative. Elle mène des études et des recherches interdisciplinaires axées sur les communautés noires LGBTQI et les systèmes aussi de don du sang au Canada, le racisme anti-personnes noires et dans les soins de santé, l'éducation médicale, l'élaboration du contenu des programmes d'études sur la santé des personnes noires. La Dr. Dryan a publié des articles dans des revues évaluées par des pairs et donc, dont les titres sont Disrupting Queer Inclusion, Canadian Homonationalisms and the Politics of Belonging, ainsi que d'autres articles. Également, un article intitulé Who Gets to Medicine et dans le forum spécial sur les études noires au Canada, dans la revue universitaire Topia, revue canadienne d'études culturelles en 2022.
Avec nous également, Samia Abdi, qui est la directrice générale du Black Health Education Collaborative. Au cours des 15 dernières années, Samia a travaillé à rendre le système de santé publique plus équitable, à remettre en question les formes d'oppression croisées, à comprendre aussi la marginalisation dans la production de connaissances, la recherche et la pratique. Avant de rejoindre le Black Health Education Collaborative, Samia était la spécialiste principale des programmes d'équité en santé pour Santé publique Ontario. Elle a cofondé des mouvements internationaux comme le Somali Gender Equity Movement et Famine Resisters, ainsi que des initiatives locales, Aspire to Lead et le Toronto Muslim Youth Political Fellowship. Alors, bienvenue, Dr. Dryan, bienvenue, Samia, et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je vais inviter d'abord la Dr. Dryan et je vais juste vous donner la chance de faire la transition avec la présentation. Merci beaucoup. Très heureuse de collaborer avec vous pour cette série de webinaires. Aujourd'hui est le premier. Alors, juste pour vous donner un aperçu, alors, voici les trois parties du webinaire. Alors, aujourd'hui, nous nous concentrons donc. Alors, la première partie, c'est aujourd'hui évidemment, la deuxième partie le 1er mars et la troisième le 29 mars. Donc, c'est un webinaire en trois volets. Alors, nous allons reconnaître avec la reconnaissance territoriale. Alors, comme vous le savez, on est une organisation nationale. Alors, c'est la reconnaissance territoriale que l'on partage. Donc, nous reconnaissons tous les peuples autochtones qui vivent sur l'île de la Tortue et nous vivons, travaillons dans différents territoires, y compris les terres des Huron-Wendat, Haudenosaunee, Mississauga de la rivière Cree, Ojibwe, Dakota et peuples d'Aînés et Anishinaabe, Kanawake et Mi'kmaq et la nation métisse également. Nous reconnaissons nos ancêtres qui ont été déplacés par la force et qui ont été amenés à l'île de la Tortue et les descendants de tous les peuples noirs dans le monde entier. Nous reconnaissons que la violence coloniale raciale a eu des conséquences très graves sur les peuples autochtones, sur les peuples de couleur, et nous reconnaissons nos obligations et nos responsabilités en tant que peuple africain à agir en bon hôte dans ces terres. Alors, je me trouve en Nouvelle-Écosse, à Halifax, donc je suis basée donc, sur le territoire malécite, dont les ancêtres ont signé des traités avec les colons français et britanniques. Et nous étions, donc pour ceux qui connaissent Halifax, il y a eu des personnes africaines qui ont été réduites en esclavage pour contribuer à la construction de cette ville, de l'aménagement de ce territoire. Donc, sur la côte sud de Bedford, les peuples Mi'kmaq ont partagé leurs terres, leur territoire avec des personnes noires. Et dans les années 60, nous allons revenir sur les problématiques de santé, en matière de santé, et l'impact que cela a eu sur nos peuples. Donc, nous reconnaissons les peuples autochtones et les personnes noires qui continuent à vivre ici sur ces terres. Et ensemble, nous nous unissons pour nous battre contre le génocide et contre les conséquences de l'esclavage. Nous nous engageons à la réconciliation et nous continuons donc à nous battre pour promouvoir l'antiracisme vis-à-vis des personnes noires. Alors, nous avons commencé
ce mois à la suite du meurtre de Terry Nichols. Alors, nous portons également son décès dans nos pensées en soulignant que ça doit continuer à alimenter notre travail pour œuvrer pour un monde meilleur et plus respectueux. C'est important de reconnaître que depuis le décès de M. George Floyd, il y a eu beaucoup d'incidents et j'ai des données autant sur les États-Unis que sur le Canada. Alors, quand nous parlons de Black Lives Matter, nous incluons toutes les personnes de descendance afro-autochtone et en reconnaissance que nous arrivons donc à cette upon, or at least not even acknowledged by Canada until 2018-2019. And so that kind of mismanaging or donc, il y a eu des non-reconnaissances également de déclarations qui continuent à avoir un impact sur le travail que l'on œuvre et sur la façon dont on interprète aussi les vies des personnes noires, autant ici au Canada qu'ailleurs. Donc, les objectifs de cette rencontre seront d'abord d'en savoir davantage, en comprendre davantage sur le Black Health Education Collaborative, identifier les racines historiques et l'héritage du racisme à l'égard des personnes noires dans la société, dans le domaine de la santé, et comprendre comment le racisme à l'égard des personnes noires se manifeste dans le contexte actuel. En plus d'explorer la théorie critique de la race et l'intersectionnalité en ce qui concerne les déterminants structurels et sociaux de la santé des personnes noires. Alors, bonjour, merci beaucoup, Pema. Mon nom est Samiati et donc je m'unis à vous à partir de Toronto. Alors, merci pour avoir commencé cette rencontre avec une reconnaissance territoriale qui reconnaît la présence, en fait, qui reconnaît les deux types de colonisation, celle de ces terres, des terres, et puis la deuxième partie de la colonisation qui a été donc le déplacement forcé de nos ancêtres de leur terre d'origine et vers ces terres colonisées. Alors, j'aimerais parler un peu donc du Black Health Education Collaborative. Alors, on est un groupe de différents praticiens engagés à transformer le système d'éducation dans ce pays. En particulier, nous nous concentrons sur les écoles médicales et la santé publique. Et donc, on a Dr. Onya Onorm, qui est notre cofondatrice, Dr. Omi Sword Dryden, Dr. Delia Douglas, Dr. Barbara Hamilton, Dr. Gaynor et Dr. Kanin Osetutu. Alors, vous voyez une grande diversité de représentations en termes de spécialité et en termes d'origine aussi, de site, étant donné qu'on est une organisation à échelle, qui œuvre à échelle nationale. Alors, comme vous le savez, donc la population noire au Canada est le troisième groupe le plus racialisé au Canada. Et nous vivons des situations de racisme qui se manifestent de différentes formes, marginalisation sociale, inégalité en matière de santé, biais également, préjugés profondément ancrés et également la façon dont la santé des personnes noires dans ce pays est profondément liée aux déterminants qu'on a mentionnés et desquels on va parler pendant ce webinaire, liés à l'esclavage et la colonisation. Et la santé des personnes noires continue à être marginalisée dans ce pays. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est rassemblés, on s'est unis pour sensibiliser
les écoles de médecine et les écoles publiques dans le pays pour poser la question de savoir combien du curriculum se concentre sur les déterminants de la santé des personnes noires. Alors, nous partons de Alors, nous constatons qu'il y a trop peu de sensibilisation qui est faite par rapport aux déterminants de la santé des personnes noires dans le milieu de la santé. Alors, voici les trois piliers autour desquels on travaille. Alors, d'abord, on parle de comprendre la vie des personnes noires et remonter donc à toute l'historique de ces populations. Donc, on a un long bagage de lutte, d'activisme et de militantisme en la matière. Et Dr. Bryden en est un exemple, mais on a un long héritage de connaissances. Donc, nous nous sommes engagés dans la défense des droits des personnes noires, dans les manifestations contre le racisme et sur échelle canadienne. Nos valeurs sont ancrées sont arrivées à notre mission, ancrées sur le fait que Blackness et les vies des personnes noires sont importantes. On croit dans l'autonomisation des personnes noires. On croit profondément dans l'intégrité et de l'importance de sensibiliser par rapport aux enjeux de santé des personnes noires. On pousse l'innovation en matière d'enseignement et d'apprentissage. On croit profondément, bien sûr, dans la collaboration et dans le développement de relations qui soient durables et qui amènent à des gestes, à des actions. Alors, voici certaines des activités dont nous avons été des promoteurs. Alors, c'est une initiative nouvelle. Tout d'abord, Black Health Primer pour les étudiants. On travaille également autour d'une pédagogie anti-racisme pour les facultés qui enseignent, donc qui ont un curriculum axé sur l'antiracisme. On offre également un développement professionnel continu pour les cliniciens. On collabore également avec le Medical Council of Canada pour développer des objectifs d'apprentissage sur échelle nationale. Et on a également développé une communauté de pratique pour les éducateurs plus récemment ce mois-ci. Alors ça, c'est juste des exemples des différents domaines de recherche et des bourses sur lesquelles que l'on propose. Donc, on a des projets de recherche pour faire écho à des histoires formidables de résilience, de résistance et différentes expériences que des personnes dans notre pays ont vécues au sein du système de santé, au système médical. Alors ça, c'est un projet qui est en cours. Et on a eu la chance pour la première fois de publier une publication, un article dans le Canadian Medical Association Journal sur comment déconstruire le racisme contre les personnes noires. Also think we do work with incredible amount of Black scholars and leaders across the country and we have a scientific advisory committee. We have a community of practice that is coming along. We have external reviewers. So we do not believe in working alone. We are always looking for collaborators and co-conspirators to really address and confront anti-Black racism systemically. And welcome any of you who are on this call to reach out to us for future collaborations. So we continue to do this work around, there's also, we will continue doing this work, and there are some articles underway around that will be published in the Canadian Medical Journal of Education Journal, the Academic Medicine, and continue to center critical race theory and Afrocentric ways of knowing.
And I just wanted to add here that there is a group of scholars who we've been in conversation with, who'll be working with Canadian Public Health Journal for a special issue on Black health and anti-Black racism. So just, I know it looks very medicine-y here, but we are also in groups that are working on this in public health. So, all right. Thank you so Oui, much. merci. So Merci, Sonia. this is a QR code. C'est un code QR. On pourra aller dans le 20 mètres. Alors, bon, le 20 mètres, bon, c'est pour partager et repartager. Alors, je crois qu'on va y mettre dans la boîte à clavardage. Il y en a un problème avec l'interprétation français. On n'entend que anglais. Alors, je voudrais savoir si que bien, si on pourra le fixer. Je ne sais pas. Oui, je vois cette note. Et puis, le lien pour le Mentimeter a été mis à boîte à clavardage pour tout le monde, juste pour s'assurer de voir comment ça marche. Oui, sûrement. On est collaboratif de l'éducation sur les Noirs et quand on commence, alors on commence avec la médecine santé publique et on a un plan très vibrant pour axer pour les efforts pour tous les praticiens en sein de la santé. Les docteurs, les infirmières, un peu tout le monde. Oui, j'espère que tout le monde a l'accès pour le code QR. Sinon, le lien est dans la boîte à clavardage. Donnez-moi un tout petit moment pour changer les écrans. Ah bon, vous avez toute l'information déjà. La première question, quelle de ces réponses décrit le meilleur les communautés des personnes noires autochtones à qui vous appartenez? Comme les Statistiques Canada et comme on vient de voir le travail de CAHA, les identités raciales. Ah bon? En termes des mots qu'on utilise pour décrire nos propres antécédents. Alors, dans ce liste-là, on a essayé de prendre l'information de Stade Canada pour nous donner le sens de qui est dans la pièce par le Zoom. Vous êtes dans vos propres pièces, c'est bon. En termes de pratique, l'application de prendre des décisions, des choses de ce nature. Alors, on a plutôt 607 personnes maintenant qui sont dans la pièce à Zoom. On a plus ou moins 410, 411 qui ont répondu à cette question. Alors, essayons si on pourra avoir 500 personnes qui vont répondre à la personne de la part de 607 personnes qui sont ici. Au moins, ayons 500 personnes qui vont répondre à la question, non? Ce qui est important de voir ici, c'était que si vous êtes les décideurs, les leaders et le travail que vous faites à les praticiens, si vous êtes engagé dans ce type de travail, alors vous faites ce travail avec qui? À part de s'engager et de faire la disruption, de comprendre le racisme contre les personnes noires, alors pour le faire d'une manière visuelle, pour remontrer dès le début qui sont ici autour de la table, quelle est la diversité ethno-raciale des personnes qui sont avec nous autour de la table, nos décisions autour des protocoles afrocentriques, ceux qui sont les protocoles appropriés d'une manière culturelle qui sont mis en place. Est-ce que ces décisions elles vont être faites d'une manière prédominante par les personnes de couleur, non noires, blancs? C'est-à-dire, cet exercice nous donne un sens en termes de qui se trouve avec nous dans ces espaces virtuels et physiques avec nous. Alors, on a 469. Alors, encore 30 personnes, si vous pourriez voter entre ceux qui sont dans la pièce, qui n'ont pas encore voté, entre 600 et 9 personnes qui y sont. Si vous pourriez aller dans le Mentimeter, le lien. Si vous avez manqué le code QR, alors le lien pour le Mentimeter, c'est dans la boîte à clavardage. Oui, c'est dans la boîte à clavardage.
Oui, alors, on va aller de la part d'ici. Alors, peut-être 15, encore 15 personnes, si vous pourriez nous joindre en multimètre. Ça nous donne, vous savez, bien la possibilité de voir un peu plus. These are very tenuous categories, which speaks to C'est toute une catégorie et ça parle des modes dans lesquels, comment dirais-je, quand on parle de compréhension de comment le racisme a fait l'impact de notre corps et la plupart, la biologie du racisme, ça parle de cela. Voilà, 505, voilà, merci. Question suivante. Quelle entre c'est la réponse décrit le meilleur de comment vous vous sentez sur la session d'aujourd'hui? Alors, c'est-à-dire, je ne suis pas trop confortable de... Bon, les réponses sont, je ne voudrais pas parler sur le racisme contre les personnes noires. Deuxièmement, je suis très inconfortable d'en parler. Troisièmement, normalement, je suis confortable de parler sur les thèmes du racisme, de la lutte contre le racisme contre les personnes noires. Quatrième, parfois, je suis inconfortable. Cinquième, normalement, je suis confortable. Sixième, je suis très confortable de répondre sur les thèmes qui se portent sur la lutte contre le racisme contre les personnes noires. Alors, est-ce que c'était avancé? Répondez, s'il vous plaît, à ce menti comme... voilà, laissez-moi voir un tout petit peu. Oui, je reviens. Ça va. Oui, entre-temps, quand on le fait, je voudrais y ajouter un commentaire en ce qui concerne pourquoi on pose cette question de comment vous vous identifiez, comment vous vous positionnez, et aussi bien si vous avez eu de la chance d'y penser. On voudrait inviter les personnes d'approcher le travail qu'on fait avec l'engagement pour leur avenir en se basant sur leurs identités. Alors, si vous êtes personne blanc, alors peut-être vous pourriez vous sentir inconfortable avec des certaines conversations qui vont être déclenchées. Alors, on ne voudra pas que vous y êtes avec nous dans le disconfort. Et puis, on va vous poser les questions. C'est pourquoi on vous pose les questions, quels sont vos sentiments. Si vous êtes personne noire, alors on voudra s'assurer que vous, comment dirais-je, vous prenez soin de vous-même au fur et à mesure quand on va avoir cette discussion. Et puis, parce que ça peut toujours déclencher du trauma. Alors, peut-être si vous aurez besoin, prenez un peu de l'eau, pensez-y, bon, partez de l'écran pour un moment, mais parfois, bon, ça va être perpétué parce que racisme contre les personnes noires, c'est systémique et comme les personnes noires, parfois, bon, ils normalisent, ils contribuent aussi à perpétuer ce système du racisme. Troisième groupe, si vous êtes la personne racialisée ou autochtone, alors encore une fois, on comprend que vous avez eu aussi de l'expérience des formes de racisme, mais c'est bien différent du racisme contre les personnes noires. Alors, bon, on va parler de l'expérience des personnes noires pour une heure à venir et puis pensez-y de comment le racisme à l'égard des personnes noires se montre auprès de votre communauté, travail, comment est-ce que ça marche. Et des personnes qui ont eu l'expérience du racisme qui n'est pas noir et bien qui n'a pas eu l'expérience de ce racisme. Merci pour votre patience. J'ai rafraîchi la page. Alors, bon, c'était dans l'utile. L'utile, merci. Merci, Samy. Et sur ce note, oui, absolument. Samy qui vient de dire, bien, on a eu la discussion pour les personnes noires, et quand on parle du racisme contre, à l'égard des personnes noires, ben, on dit que certaines personnes non noires, ça peut devenir bien inconfortable quand ils s'engagent dans ces conversations. Alors, les questions de comment vous sentez sur la session d'aujourd'hui. Alors, ce que j'aime mettre, alors vous pourriez répondre d'une manière très honnête, parce que, bon, si vous voudriez parler de cela ou si vous n'êtes pas intéressé, dites parler de cela. On sait déjà bien qu'on est bien engagé avec les personnes qui font ce type de travail et qui se taient. Et puis aussi bien les personnes qui ne sont pas intéressées bien, ou ne veulent pas de s'engager dans ce type de travail. C'est important pour nous. C'est important de faire ce type de travail pour être capable d'identifier qui sont ces personnes, pour qu'on pourrait développer la stratégie pour eux aussi bien. Mais c'est très important pour vous aussi, pour vous-même, pour s'identifier, de voir si c'est le type de travail que vous voudriez vraiment faire. Alors, le travail qu'on fait ici, bon, comment dirais-je?
il y en a un grand montant des données, de l'analyse des données qui est disponible pour nous en ce qui concerne le racisme à l'égard des personnes noires. Ce qui manque, c'est la volonté de vraiment de s'engager dans des décisions, de prendre des décisions et des actions pour les changer. Alors, cette question nous assiste de comprendre. Est-ce que vous êtes vraiment prêt d'engager dans le travail réel et pas seulement de parler du racisme à l'égard des personnes noires? Et alors, ici, on parle spécifiquement du racisme à l'égard des personnes noires. C'est pas le racisme en global, et puis c'est l'unicité et spécificité du racisme à l'égard des personnes noires. Et on a besoin de voir l'espace pour cela. Et je sais que ça ajoute beaucoup d'autres choses qui sont faites auprès du Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Alors, on a 470 personnes, entre 612 qui ont répondu. Je ne suis pas sûr si les gens n'ont pas encore l'accès ou des choses du genre, mais je vois que la majorité des gens, bon, ils se trouvent où parfois je suis non confortable d'en parler ou normalement je suis confortable de parler, un peu de ceux qui sont très confortables ou qui sont normalement non confortables. Alors, c'est intéressant de voir. C'est intéressant de voir parce que parfois, quand on y parle de cela, on voit que les chiffres se changent un peu, mais c'est bien de voir que, vous savez, à cette étape, peut-être, oui, faisons-le, allons-y. Bon, je vais essayer encore une fois. Laissons avancer les slides. Alors, je reviens. Je n'ai pas allé en avant. Non, ne répondez pas à la question suivante parce que on va venir à nos PowerPoint. Alors, quand on fait ce type de travail, spécialement en ligne, bon, vous souvenez, bon, on a eu des ateliers en personne, mais maintenant, c'est un Zoom. Ce qu'on voudrait le faire maintenant, c'est de remercier Dr. Stephanie Nielsen, l'ami et le collègue, on les connaît, Dr. Stephanie Nielsen, Nixon. Et un des modes de continuer de s'engager, spécialement dans ce média, c'est de prendre le morceau du papier, par exemple, un crayon quelconque, et penser sur des réponses de ces questions. Chemin faisant, quand on vous donne l'information, alors essayez de répondre à ces questions. Quelles sont les idées qui viennent à moi? Comment je me sens pendant cet apprentissage et qu'est-ce que j'apprends et je désapprends? Et puis, quels sont les pas pour prendre l'action en apprenant? Aussi bien, pensez-y. Et quels sont vos pas à venir pour apprendre et pour avoir l'action? Peut-être vous avez entendu parler de cela, vous avez écouté les professeurs, ce type de formation. On sait que apprendre, c'est pas passif, c'est pas l'action passive, mais apprendre, c'est pour prendre les actions pour vous-même d'une manière personnelle, prendre votre processus de l'apprentissage d'une manière personnelle. On vous donne les directions, les lignes directrices, on vous montre le chemin à aller. Mais ce qui se passe ici, c'est solidifié. Ce qui est solidifié pour vous, qui devient tangible, qui devient physique. Alors, vous pourriez toujours prendre cette information et essayer de prendre de l'information, de trouver de l'information de plus pour faire l'expansion de vos connaissances et de vos savoir-faire. Continuez à penser de ces questions. Alors, chemin faisant, on ne peut pas aller vers à l'égard des personnes, le racisme sans leadership, l'inclusion, mais on ne peut pas parler de la lutte contre le racisme sans comprendre le racisme à l'égard des personnes noires. Ça, c'est venu de type de travail des personnes noires, bien des structures qui l'ont créé. Ça, c'est utilisé dans une variété des modes maintenant, mais pour nous, on ne peut pas y aller sans comprendre ce que c'est que le racisme à l'égard des personnes noires. Alors, qu'est-ce que c'est que le racisme à l'égard des personnes noires? Le terme a été créé par Dr. Akua Benjamin, qui était à l'université, qui s'appelait auparavant l'université de Ryerson à Toronto. Ça s'était changé le nom, mais pour ceux qui sont en Ontario ou autour de l'Ontario, peut-être vous savez, ces rapports de 90
sur le racisme à l'égard des personnes noires, mais c'était vraiment Dr. Akua Benjamin qui a créé ce terme. Alors, il faut voir qui a créé les termes et d'où les termes sont venus originellement. Parce qu'on trouve qu'on a beaucoup de professeurs, beaucoup de voix, des personnes noires qui ont pris part de cela, qui ont fait l'attribution, qui ont bien attribué. Alors, en accordance avec le docteur Benjamin, le terme racisme à l'égard des personnes noires, alors, ça parle de l'histoire, de l'expérience de colonisation des personnes de descendance africaine et de l'esclavage, les politiques, qui sont enracinés dans les institutions canadiennes comme le soin de santé, l'éducation, la justice, qui renforcent les croyances, les attitudes, les préjudices contre les personnes de l'ascendance africaine. Sonia, maintenant, on voudra parler particulièrement de comment on peut définir le mécanisme du racisme à l'égard des personnes noires. Comment le définir comme les pratiques et les politiques qui sont enracinées dans les institutions canadiennes. Vous savez comment avancer les diapos, oui? Oui. Je voudrais m'assurer que, bien, de ma part, bon, parfois, à Nova Scotia, à Halifax, l'Internet parfois n'est pas le meilleur. Alors, je voudrais m'assurer que vous voyez le livre de Robbins. Est-ce que c'est le même diapo? Vous voudriez que je fasse avancer ou rester ici sur ce diapo? Oui, on peut rester sur ce diapo. Quand vous venez de mentionner le racisme à l'égard des personnes noires, particulièrement quand on parle des institutions canadiennes, éducation, justice, soins de santé, on a toujours l'idée de renforcer les préjudices, les stéréotypes contre les personnes particulièrement de l'ascendance africaine. Et ici, on vous recommande vraiment, pour ceux qui sont intéressés, et parfois, bon, c'est mieux de faire ce type de travail, alors de lire ces livres. Et puis, on va envoyer aussi les courriels avec les références, aussi bien que d'autres ressources de plus pour vous laisser avoir plus de l'information à la fin. Le fichier suivant, oui, le diapo suivant, oui. On voudrait vous donner aussi vous fournir un sort du mécanisme, comment approcher ce type de travail, de la lutte contre le racisme à l'égard des personnes noires, l'inéquité irraciale dans la santé, comment elles sont expérimentées. On a l'expérience du soin différentiel, c'est-à-dire les gens, elles ont l'accès différent pour les soins de santé. Ça dépend de votre race, aussi bien des soins éventuels. Alors, une fois que vous avez l'accès pour les soins de santé, comment vous faites votre trajet par le système? Ce qui est le plus important, c'est l'exposition différentielle pour les conditions adverses du soin et les opportunités d'avoir des conditions positives, conditions saines. Et quand on parle des modes structurels, au sein de santé qui causent l'inéquité. Alors, les structures dépassent les questions de qui a le pouvoir et quelles sont les dispositions et comment elles sont faites et à qui le font des bénéfices. Si on pense des politiques en place, alors ce sont les politiques spécifiques par écrit qui permettent des personnes d'avoir l'expérience en continu de ces résultats différentiels. C'est par écrit. Les pratiques, elles sont de ce qu'on appelle latent ou sous terre. Bien, l'inéquité qui se montre d'une manière comme les règles et les normes non écrites, la normalisation des privilèges de blancheté et les modes blanches de faire des choses et l'accès des blancs vers les personnes noires. Alors, ce ne sont pas les choses par écrites, mais elles se démontrent dans notre... The values, the why, right? And if we go back in Finalement, la question des valeurs. Et si on revient à la colonisation des terres, y compris en Afrique, dans le continent africain, alors les valeurs qui justifient en fait ces gestes font partie de cet héritage et continuent à être ancrées dans nos systèmes et dans les structures et qui aussi déterminent les décisions que l'on prend.
Alors, là, on aimerait également parler, on aimerait parler en fait de comment faire à mieux comprendre l'impact de ces structures. Et pour ça, il faut qu'on comprenne les raisons pour lesquelles elles ont été établies, pour comprendre donc les racines du racisme à l'égard des personnes noires et pour pouvoir évaluer les inégalités, les inégalités et inéquités en matière de santé qui existent actuellement et pour développer des interventions ciblées. Donc, c'est très important de développer, de modifier, de réorienter les interventions. Tous ces termes sont très importants, surtout dans le domaine de la santé. Si on passe au comment s'y prendre, on veut développer des cadres et des modèles qu'on va partager avec vous aujourd'hui aussi, mais c'est un travail en cours de route. Alors, c'est sûr qu'un webinaire seul ne pourra pas tout transformer, mais c'est la raison pour laquelle on vous invite aussi à participer à ce processus, à ce cheminement, pour comprendre d'abord qu'il y a des structures qui ont été développées par des experts blancs et qui sont utilisées. Alors, pour déconstruire ce système, il faut que l'on adopte aussi des approches très claires et prouvées comme la théorie de la race notamment. Great, thank you so much. And so, we get this Alors, question a lot merci. doing anti-Black racism. Merci beaucoup. On a souvent cette question lorsque l'on fait ce travail et qu'on se concentre sur la santé des personnes noires et donc et les différentes autres approches à l'antiracisme. Souvent, les gens disent, bon, il est arrivé cet événement ou cet incident, ces choses arrivent encore. Alors, d'abord, il y a deux choses qu'il faut qu'on considère. Et si on pense au livre du docteur Robin Maynard, il explique que les attributs qui ont été attribués à ce qu'on appelle le blackness, donc la criminalité, le niveau d'intelligence plus bas, l'aspect dangerosité, danger. Donc tout ça, ça a créé la base pour les croyances qui se sont développées pendant le 19e et 20e siècle. Et les colons blancs et leur gouvernement ont mis en œuvre de façon proactive une société en fait qui était racialement divisée. Et ça, on le voit encore maintenant dans le secteur de la santé, dans le secteur des services policiers. Autrement, on n'aurait pas les décalages ou les inéquités en matière d'accès aux services de santé ou aux services des médecins et ce qui se passe aussi à l'intérieur du système de santé. D'autre part aussi, pourquoi est-ce que les choses ne bougent pas plus rapidement que ça? Eh bien, il faut qu'on comprenne qu'il y a plusieurs études qui ont été faites sur l'esclavage. Et ça a duré au Canada environ 226 ans et ça a été aboli uniquement il y a 188 ans, l'esclavage. Donc, d'après mes calculs, en fait, les personnes noires ont été gardées esclaves au Canada plus de temps qu'elles n'ont été libres, en fait, au Canada. Alors, souvent, on attribue ça à un problème lié aux États-Unis qui remonte à il y a longtemps. On prend pour acquis que les personnes noires au Canada sont arrivées plus récemment et que ce sont des colons, par ailleurs. Alors que quand on pense aux choses de façon plus critique, il ne faut pas oublier que quand les bateaux arrivaient dans les années 1600 d'Europe, ces bateaux, ils étaient vidés donc, par les Blancs et il y avait des esclaves noirs à l'époque. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc il faut comprendre cette structure, la structure de ce racisme à l'égard des personnes noires qui, en fait, nous pousse un petit peu à laisser de côté l'idée de l'esclavage au Canada. Et en même temps, les disparités continuent à exister. Donc,
que je mentionne ici, c'est la suprématie blanche. Et ici, on parle plus particulièrement de suprématie blanche dans le domaine de la santé, parce que, bon, tout d'abord, on comprend que la médecine est une profession qui est liée à des personnes qui ont des bonnes intentions. Alors ça, c'est une croyance générale. Et puis aussi que les objectifs en matière de santé sont des bons objectifs. Logiquement, oui, ça devrait être basé sur la science. Et on croit par ailleurs aussi que la science des Blancs est la source de référence pour toutes les sciences. Et on croit aussi que la médecine est automatiquement éthique, alors qu'il y a toute une série d'éléments qui vont à l'encontre de ces croyances. Et derrière cela, il y a justement toutes ces croyances populaires, que ce soit que la santé, les soins de santé soient objectifs, que elles se soient développées à partir d'une science essentiellement dirigée par les Blancs. Alors, qu'est-ce que l'on entend quand on parle de suprématie blanche? Alors, souvent, on pense à ce qui est au-dessus de la ligne connue. On a cette pointe du iceberg qu'on connaît. Et il faudrait donc que l'on ajoute que quand on parle de racisme, c'est lié à des événements majeurs liés à la police ou autres. Et en réalité, il y a tout un travail à faire en dessous et en dessous de la pointe du iceberg. Si on regarde donc tout ce qu'il y a en dessous de ce que l'on voit, il y a plusieurs éléments qui appuient cette suprématie blanche. Alors, c'est là que les bonnes intentions ne sont plus suffisantes. Quand on parle, par exemple, du déni du racisme, que le racisme existe, ou le profilage racial qui continue, traiter des enfants noirs comme des adultes, ou le syndrome du sauveur blanc. Donc, tout ça, c'est des éléments qui continuent à exister en dessous de la surface. Et ce sont les éléments qui viennent appuyer cette idée de la bénévolence au sein du système de santé, des bonnes intentions, etc. Alors, pendant la pandémie, beaucoup d'entre vous ont sans doute lu ce rapport de Black Alliance, mais je voulais me concentrer sur cette partie-là à droite où on voit particulièrement l'expression de l'antiracisme à l'égard des personnes noires, et pas juste à Toronto, mais je dirais un petit peu partout au Canada, ça s'est révélé. Donc, lorsque les mesures de confinement ont eu un impact dans le sens qu'ils ont augmenté encore davantage les inégalités et également la différence de distribution des vaccins dans les zones urbaines versus les zones plus rurales. Même s'il y a eu toute une série d'interventions en Ontario, à Winnipeg, ailleurs, il y a eu un bon nombre d'interventions pour redresser la situation. Oui, Samia. Juste pour reprendre, sachez que dans la communauté, en Ontario, on a eu des taux de COVID beaucoup plus élevés. Ça, ce sont des faits. On a constaté également qu'il y avait des taux d'hospitalisation beaucoup plus élevés au sein de la communauté noire et communauté racialisée. On sait que les personnes racialisées avaient été admises en nombre beaucoup plus élevé par rapport à la population générale. Et il y avait un taux d'infection de COVID qui provoquait des décès, bien, ce taux-là était beaucoup plus élevé au sein des communautés racialisées. Alors, ce sont des exemples justement des inégalités.
ce sont sans doute ceux qui frappent le plus nos esprits parce que parce que ce sont les plus récents. Mais ces expériences sont également l'expression de disparités qui existent un peu partout dans notre système de santé. Alors, si on se penche sur donc le racisme à l'égard des personnes noires. Donc, si on remonte dans l'histoire, bien des personnes réfléchissent. Quand on pense à l'éducation médicale, beaucoup de gens ne mettent pas ça dans un contexte de colonialisation et d'esclavage. Alors, par exemple, le premier programme d'éducation médicale au Canada a commencé en 1824. Donc, ça veut dire que ces programmes ont été lancés à une époque, 1824, où les personnes noires ne sont même pas considérées comme des êtres humains, puisque l'esclavage finit au Canada en 1834 seulement. Donc, c'était des personnes qui étaient utilisées pour des expériences médicales et qui n'avaient pas la possibilité de donner leur consentement. Souvent, beaucoup d'informations nous étaient cachées. Il y a eu énormément d'expériences médicales qui ont été réalisées aux États-Unis comme au Canada. Expériences donc pour le développement de médicaments comme le tamoxifen, donc qui est un traitement anti-cancer. Et donc il y a des compagnies qui ont fait des millions de dollars grâce à ces découvertes et sans que ça amène aucune retombée aux populations noires. Maintenant, souvent, on me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé au Canada vis-à-vis des États-Unis? Alors, c'est intéressant d'essayer de répondre à cette question parce que les avancées médicales aux États-Unis ont été en fait utilisées aussi au Canada. Elles ne sont pas arrêtées à la frontière. Donc, les expérimentations, la recherche qui a été faite aux États-Unis et en Grande-Bretagne ont également été mises en place au Canada. Alors, cette idée, comme quoi le Canada n'a jamais été impliqué ou n'a jamais été engagé dans ces pratiques racistes à l'égard des personnes noires dans le milieu de la santé parce qu'on n'a pas suffisamment de documentation peut-être, mais elles ont eu lieu, ces pratiques. Donc tout ça, c'est très questionnable parce que à partir du moment où on se dit c'est pas applicable à nous, il ne faut pas oublier que toutes les avancées ont bénéficié au Canada aussi. Donc si on regarde cette image de J. Marion Sims, qui est considéré comme le père de l'oncologie. Ici, le docteur Sims faisait des expériences sur une femme esclave, donc une femme noire esclave qu'il avait achetée. Et donc, grâce aux expériences qu'il a réalisées sur ces personnes, il a pu faire avancer donc, ses recherches à la médecine. Donc, il y avait une forme de gestion en fait, de médicaments pour gérer la douleur en 1824, lorsque ces premiers programmes ont été développés au Canada, mais ils n'étaient pas offerts aux personnes qui étaient utilisées pour ces expérimentations. Donc, les femmes, souvent, étaient punies si elles faisaient trop de bruit, en fait, si elles exprimaient trop leur douleur. Alors, pour les personnes qui connaissent les chirurgies gynécologiques, alors il y a un spéculum qui était utilisé, qui était structuré, en fait, à partir des expériences de torture qui avaient été réalisées sur les femmes. Alors, on voit également les conséquences de cela ici. Et on a ensuite l'autre image qu'on a en dessous de Samuel Cartwright en 1851.
qui expliquait que les esclaves, en fait, africains essayaient de s'enfuir. Alors, ils considéraient ces tentatives de fuir une forme de maladie mentale. Alors, ils disaient, ils doivent être malades, ces personnes, si elles essaient de s'enfuir, et les étiqueter de cette façon-là. Et c'est lui également qui a développé le spiromètre et qui a créé également les différentiels ratios, donc pour évaluer les personnes blanches versus les personnes noires. Et on voit encore des séquelles de ces pensées. Lorsque les gens parlent de racisme à l'égard des personnes noires, on nous pose souvent la question, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Est-ce que vous êtes certain que ça arrive vraiment? C'est comme si on n'était pas objectif, si on n'était pas capable d'identifier ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste, simplement parce qu'on est des sujets et qu'on est l'objet, disons, du problème, et donc on n'arrive pas à être objectif. Alors, souvent, ce sont les questions qui nous sont posées. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Alors, quand on parle de santé, c'est important de penser également à tout ce qui s'est produit dans les hôpitaux des Indiens, entre guillemets, à Winnipeg, également toute la question des pensionnats. Alors, les hôpitaux pour Indiens étaient créés, sont nés au départ pour traiter la tuberculose chez les Autochtones. Et ensuite, ce sont devenus des sites d'expérimentation, en fait. Et on essayait de faire des expériences pour voir, par exemple, qu'est-ce qui se passait au corps si le corps n'était pas nourri convenablement, et bien d'autres expériences. Alors, on se rend compte de comment les mesures de santé ont été en fait des outils de violence et de terreur pour limiter la liberté de mouvement pour les personnes noires. Et donc, on déplaçait les enfants de leur foyer, on les plaçait dans des pensionnats. Alors, c'est intéressant de voir que également en Afrique du Sud, il y a eu des phénomènes semblables de création de pensionnats. Et la façon dont l'esclavage fonctionnait là-bas, il y avait également des personnes autochtones qui étaient également enfermées dans ces pensionnats. Et je pourrais vous donner davantage de détails ultérieurement. Alors, une des choses qu'on voudra à ce point vous laisser comprendre comme un des résultats, que race, ce n'est pas ni scientifique ni biologique. Les disparités de santé expérimentées par les personnes noires sont le produit de l'injustice, violence et oppression systémique et structurelle. Alors, ces systèmes ne sont pas ils ne sont pas intentionnels, accidentels, etc., etc. Merci. Merci. Alors, je voudrais parler un peu, pour un tout petit moment, sur la vie vraiment de l'esclave. Docteur Saidia Hartman a parlé de l'accès de l'incarcération, du punissement, de décès prématuré. C'est important de le savoir, mais elle vient de dire, et c'est dans son livre de Saidia Hartman, vous pourriez toujours le lire, ce livre. Dans ce livre, elle dit, moi aussi j'ai vu l'esclavage, et par cela, je veux dire que bien, je vis dans le biais futur créé. Oui, on est dans le biais créé pour notre futur. Par génocide, colonialisme, cela inclut l'esclavage sur cette terre, l'esclavage des personnes d'antécédents Afrique. Et on vit dans le futur de ce qui a été créé et ce qui a été cédé par ces moments de l'esclavage en passé. Quand on voit ces disparités, quand on voit la maltraitance dans le sein des mesures de santé publique, tout cela c'était cédé par l'esclavage.
l'esclavage. Et ce qui est très important, c'est savoir ce concept de la vie après l'esclavage. Alors, juste en allant en avant, on va changer un peu. Je vais parler sur l'objectivité et sur le daltonisme. Ce qu'on vient de voir au début du COVID 2020, il y en a déjà 3 ans, parce qu'on est ce sera 3 ans en mars de 2023. Alors, on a vu que les agents médicaux ont parlé dans le micro partout que COVID ne fait pas la discrimination, ils ne font pas discrimination eux-mêmes. Mais quand on regarde ceux qui étaient les plus vulnérables, on vient de voir la discrimination. Euh, Bon, ils disaient qu'ils étaient en train de capitaliser leur vulnérabilité. Ils disaient toujours, les docteurs, qu'ils traitaient tout le monde d'une manière égale et ils ont utilisé les mots daltoniens. Ils disaient que nous sommes daltoniens. On ne font pas la différence. Mais maintenant, on a les données, on le regardait. Un des exemples de David Williams, le chef médical de santé en Ontario, ils disent que en indépendance de la race et de tout ça, bon, on considère tout le monde d'une manière égale. Quand on considère l'objectivité et le mode daltonien, vous voyez l'éléphant à droite et bon, ce qui c'est le mode daltonien. Dr. Manning vient de parler de comment on vient d'envisionner la santé et envisionner les systèmes de santé, mais on croit que pour avoir les meilleures pratiques, alors il faut être objectif, ça veut dire il faut être daltonien. Mais le mode dans lequel le biais subconscient et la suprématie blanche marchent, c'est de comment nous comprenons ces pratiques, les pratiques de suprématie blanche. Alors, on pense qu'il y en a des modes normal et naturel pour faire ce type de travail. Mais, nonobstant, quand on dit que nous sommes objectifs et nous sommes daltoniens, pratiquement on ne fait rien pour adresser le problème du racisme, ce qui doit être adressé, comme vous voyez ici. Les personnes qui ne regardent pas le racisme dans leur figure, ce n'est pas la pratique efficace, ça ne fait rien. Ça ne fait rien pour faire la disruption des choses qui doivent être avoir la disruption dans le racisme à l'égard des personnes noires. Quand on regarde cette image à gauche, ce qu'on dit ici, ce que les chercheurs, les pratiques disent qu'il faut, il faut être professionnel, il faut le nommer dans le présence, dans les structures. Alors, daltonisme normalement, c'est on dit que on est daltonien parce que les gens ne savent pas comment le racisme a fait l'affectation à des personnes du couleur autochtones et noires. Et puis, comment ça fait l'affectation des protocoles. Mais c'est nécessaire de savoir comment le racisme se manifeste de jour à jour et comment historiquement le racisme continue à se réapparaître dans le moment d'aujourd'hui. Comme on vient de voir sur le diapo passé, on vit le long d'une ligne très longue de l'histoire d'une pratique raciste et des résultats de ces pratiques racistes. Alors, comme on vient de dire auparavant, 3,5% de la population canadienne noire et 7,5% de la population de Toronto. C'est le troisième groupe visible de minorité, mais si les gens ne sont pas des États-Unis, alors elles sont les personnes noires africo-américaines, mais les personnes noires au Canada, bon, les Nova-Scotiens, ouais, on sait que 43% des personnes noires au Canada, elles sont nées au Canada, 8,9, elles sont troisième génération de plus, Nouvelle-Brunswick, Ontario, Nouvelle-Écosse, on voit toute une communauté avec une grande, longue histoire. Une des histoires les plus longues, celle de Nouvelle-Écosse. Mais certains de ces descendants des gens, ils sont les personnes qui sont devenues les esclaves au Canada. Il y en a 3, 4 générations. Bon, on voudra démontrer comment ça se démontre. La qualité de leçon n'est pas bonne. Bon, les chiffres, juste pour voir les chiffres qui sont là.
qu'on voudra vous montrer. Alors, plutôt 20% des Canadiens, personnes noires, ils ont reporté qu'ils visent au-dessous des conditions, des bonnes conditions auprès de leur logement. Et pour les Canadiens blancs, c'est 7,7%. Pour les Canadiens, les personnes noires et Canadiens, pour la jeunesse de 12 jusqu'à 17 ans, l'insécurité des produits alimentaires, c'est 3 fois plus grand que pour celle de la jeunesse blanche. Puis, ce qui est important, est de démontrer que les femmes noires, ils ont plus de sous-emploi et ils sont plus en chômage que les personnes du même niveau de l'éducation, de formation et des niveaux de déterminants sociaux blanches. Bon, on voudra mettre l'emphase sur ce que racisme, c'est la route de toutes les autres expériences, de tous les autres déterminants de santé. Si on parle du logement, si on parle de l'encontre avec police, la formation, l'emploi, si on pense de 8,8% des femmes noires avec les degrés universitaires qui n'ont pas du boulot, en comparaison avec 5,7% des femmes blanches qui sont en chômage. Alors, je vais aller le suivant parce que je n'étais pas encore prêt. Alors, il y en avait encore certaines choses que je voudrais mentionner dans ce diapo que je viens de passer. Alors, on parle de comment l'antiracisme, le racisme à l'égard des personnes noires, comment ça revient sous notre peau. Et comment ça colle à notre peau. Quand on parle de violence, c'est important que c'est tellement répandu comme le crise de santé. À Toronto, 39,4% de l'utilisation des forces, des incidences avec l'utilisation des forces sont contre les personnes noires. On a eu les comités, on a pris l'information. Pour les polices de Toronto, les agents, ils ont 2,3 plus l'incidence de mettre l'arme à feu vers les personnes non armées, les personnes noires dans ce cas-là, ce qui est très important. On a besoin de changes de transformation importants. Alors, on vient de parler des déterminants de santé, on le sait, savent très bien. Alors, c'est important. Bien, dans le soin de santé, il faut savoir ce qui nous fait mal. Alors, 50% de ce qui nous fait mal, ce sont les déterminants sociaux de santé. L'intersection du racisme à l'égard des personnes noires, de l'abléisme, l'accès pour bonne nourriture, le logement. Et, si on habite dans des maisons multigénérationnelles et beaucoup d'autres. 25%, c'est votre accès pour les soins de santé, ce sont les temps de l'attente, c'est partout au Canada. Et puis, seulement 15% de ce qui nous fait mal, c'est biologique et génétique. Et 10%, c'est la qualité de l'air et l'infrastructure civique. Vous savez que racisme, c'est construction sociale qui a été créée et diversité biologique, ce n'est pas vraiment biologique. On voit toujours cette idée que les gens noirs, elles ont une génétique différente de celle blanche. Et puis, ces conflations de génétique et de eugénétique, on sait que la diversité entre les personnes noires et entre les personnes blanches, entre eux, eh bien, c'est beaucoup plus divers qu'entre les personnes blanches et noires entre eux. Et puis, quand on voit la biologie, si on croit que génétique, c'est la même chose, alors si quelqu'un est blanc, par exemple, alors ça devient des, des idées scientifiques du 18e, 19e siècle, quand on pensait que c'était vrai. Et une des races qui était catégorisée, on utilisait le mot caucasien. Et ça ne doit plus être caucasien, hein, le mot qu'on utilise aujourd'hui. Ça doit être bleu-blanc, tout simplement. Quand on parle de la comptabilité, ce sont les catégories raciales. Alors, on pense des identités raciales vers les catégories raciales pour comprendre que ça fait part de toutes ces catégories. Racisme scientifique, il faut savoir que les racismes, ça existe. Bon, on nous pose toujours les questions quand les gens ne le croient pas. Si les gens ne croient pas que ça existe, qu'est-ce qu'on va faire? Si les gens ne veulent plus le comprendre,
on va voir encore les politiciens qui le font. Mais s'ils le font, ça ne veut pas dire que c'est vrai. On sait que le racisme, ça existe. Et quand les décideurs, les leaders, elles font ce type de décisions, alors ils identifient tout simplement qu'ils ne sont pas des bons chefs de file, des bons leaders. Et nous, il faut que nous y travaillions avec pour créer les politiques, pour créer l'engagement et de certaines expertises, ça vient de notre compréhension de théories sur l'inclusion et la diversité. Ce que ça veut dire en réalité, la théorie critique des races. Alors, les concepts fondamentaux, le privilège blanc, la suprématie blanche, la fragilité blanche. Oui, oui, je voudrais partager ces définitions juste pour s'assurer que on parle le même langage. Et puis, le racisme est un système de structure et aussi que les opportunités et attribuent une valeur sur une base d'un phénotype. On a les expériences, on vient de parler des expériences, suprématie blanche qui permet le privilège et l'accès pour les services et les expériences financières dans le secteur de santé. Bon, je voudrais aussi parler de fragilité blanche, ce qui se manifeste au niveau de protection que les gens elles ont eu, les vies protégées qu'elles ont eues, alors elles sont très sensitives si, pour l'expérience de racisme. Si, par exemple, on voit, bon, si on les appelle racistes, alors ils se sentent beaucoup plus mal quand ils sont appelés racistes que quand ils entretiennent les actions racistes et les violences qu'ils font envers les personnes noires. Oui. Oui, la théorie critique, il y en a les 4 points centraux. Racisme, c'est construction socialiste, sociale. L'institution, système et politique, elles sont faites dans tel mode pour renforcer, codifier et perpétuer le racisme. Puis, le système marche exactement comme elle était construite. On voit que bien toute cette histoire, toutes ces histoires ancestrales du racisme contre les Noirs, racisme, c'est général. On ne veut pas dire que c'est important, ce n'est pas important, mais ça permet et se manifeste dans tous les moments de notre vie, jour à jour. Et puis, racisme blanc est perpétué dans les niveaux structurels macro dans la société. Les expériences vécues pour des individus, c'est essentiel pour comprendre comment le racisme marche pour créer l'inégalité. Et quelle est l'importance du racisme pour la société aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut lutter le racisme à l'égard des personnes noires et comment est-ce que ça continue de fonctionner comme une force persistante dans le sein de santé et l'équité du santé publique. Alors, on sait que ça se passe, l'ostracisation, les systèmes autochtones, les systèmes de connaissances africaines, ils sont considérés comme les barrières, comme opposés de comment on pourra se centrer vers ce qu'on fait sur les choses qui étaient apprises par les autres systèmes. Alors, on va y parler très vite. Très vite, eh bien, on va partager certains diapos avec vous, mais bien, ce sont certains parts de travail qui vous montrent ce qui sont le racisme de jour à jour et puis quelles sont les choses qu'il faut faire pour lutter le racisme à l'égard des personnes noires. Comment, bon, quels sont les leaders, les chefs de file qui seront vraiment antiracistes. Alors, pour vous, pensez de qui sont les personnes qui prennent les décisions. On commence sur les niveaux très hauts et très bons, puis il y en a toutes les choses qui sont imparfaites, ça c'est sûr, mais bien, on pourra toujours l'utiliser pour le moment. Mais qui se trouve dans la pièce, qui font les chefs de file, des décideurs, qui se trouvent dans ces réunions, qui sont en attendance, qui prend les décisions, qui ne prend pas les décisions, qui ne sont pas en attendance. Est-ce que les décisions qu'on prend et est-ce que ces décisions elles peuvent être mises en œuvre en se basant sur ceux qui sont dans les pièces? Comment est-ce qu'on pourra changer ces espaces? Comment pourra-t-on changer ça et configurer l'espace d'une manière telle que
ça peut donner des décisions plus pratiques. Et ce n'est pas nécessairement de parler un peu plus de diversité de l'espace, mais aussi bien, on parle des autres choses, comme par exemple penser au dehors de l'objectivité daltonienne et penser spécifiquement et directement sur ce qu'est vraiment le racisme à l'égard des personnes noires. Comment est-ce qu'on pourra prendre ces décisions d'une manière plus efficace et plus applicable? Alors voilà certains modes de comprendre les buts au sein de santé, même santé et passer des connaissances, les capacités, les connaissances, l'intervention, les politiques, les partenariats. Bon, on n'a pas trop de temps pour les questions, je sais, mais bien, allez-y, Samia, oui, allez-y avec ce diapo. Oui, c'est clé. Je dirais que c'est vraiment clé. On vient de parler sur les modèles excellents, de quoi on pourra penser, les consciences, systèmes comme le cadre, puis les piliers sur lesquels il faut y penser de plus. Alors, pour lutter avec le racisme. Racisme, ce n'est pas euh, quelque chose de historique. La production des connaissances, de que l'on vient de savoir. Alors, les connaissances centrées sur le savoir-faire, les voies de qui on peut attendre quand on parle des décisions, de prendre des décisions. Et ce sont les politiques qu'on est en train de créer. Puis, troisièmement, la conceptualisation et les mesures théoriques de l'iniquité raciale, et en particulièrement dans le système de soins de santé. Les mesures, on vient d'y parler. Pendant les temps de COVID, les données, les mesures des approches critiques, l'autocritique, l'intersectionnalité, la voix, et puis l'idée de comment on peut avoir l'approche critique. Qu'est-ce que le suprématisme et comment on pourra se prendre ces idées au sein de nos pratiques. Alors, notre voix, l'intersectionnalité, des mots différents de penser. Oui, merci. Oui, quand on parle, quand on fait attacher le sommaire de ce que vient d'être dit, qu'est-ce que ça veut dire pour nos jours, nos vies jour à jour? Bon, j'essayais de voir aussi les questions dans la boîte à clavardage, les questions dans la boîte à questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Alors, c'est suprématie blanche, c'est ce que se montre au travail. Perfectionnalisme, sens de l'urgence, défensivité, quantité sur la qualité, le mot par écrit, paternalisme, l'unique mode de le faire, les modes de pensée. La connaissance, si on a la connaissance, on a le pouvoir. Le peur des conflits ouvert, bien, c'est ce qu'on voit parfois, que c'est pas professionnel de nommer racisme ethnocisme, mais le faux pour faire l'illusion racisme, et pas pour le dire le mot racisme même. C'est grand, le progrès de plus en plus, l'objectivité, encore une fois, il faut toujours faire le défi et le niveau de confort. Oui, je n'étais pas confortable de parler du racisme à l'égard des personnes noires. C'est pas confortable, mais c'est pas la violence. C'est de reconnaître les actions comme perpétuer le racisme. Peut-être ça peut vous faire mal. C'est pas violence. Ce qui est violent, c'est le racisme qui est perpétué. Alors, quand on parle de disruption des suprématies blanches, alors il y en a de certains parts qu'on pourra faire, de certaines pièces. Eh bien, je vois qu'on n'a pas trop du temps, alors on va retourner à cela dans le part 2, quand on va revoir tout ça dans le part 2. Et puis, les idées à retenir de la part de cette session, c'est que racisme, c'est le déterminant clé structurel. Bon, oui, on voudra s'assurer que on y est avec tout le groupe que racisme, c'est le déterminant clé de santé et des inéquités au sein de santé. Comment c'est enraciné, les pratiques racisme sont enracinées dans les politiques au sein de santé publique, décolonialisation, l'action antiraciste est un processus à continu. On a besoin d'apprendre de plus en plus et le vouloir de prendre des risques et puis aussi d'être engagé pour le faire à fur et à mesure d'une manière très longue et les bénéfices, et si on va le pratiquer, tout le monde va bénéficier de cela. Oui, merci, merci.
Et les questions à vous, bien pour vous de chez vous, bon, c'est comment on peut aller au dehors faire la documentation, tout simplement, d'écrire sur les disparités de santé et disséminer les informations auprès des forums scientifiques et comment est-ce qu'on pourra le mettre en vie. Bon, je n'ai pas multimètre, mais on voudra prendre du temps d'y penser. Mais quel est votre rôle de s'ajuster au racisme envers les personnes noires? Bon, peut-être pour les autres sessions, on va commencer par cela. Et comme je viens de dire auparavant, ce sont des choses qui sont là. Voilà, les idées, bon, que racisme, c'est pas l'opinion. Il faut aller au dehors de cela pour commencer de nouvelles choses. Alors, le silence, c'est vraiment, c'est pas bon. C'est là où vous pourriez les trouver sur le collaboratif de santé noire, santé des personnes noires, Twitter, le courriel, le site web. Merci et je vous remercie cordialement pour avoir pour être avec nous. Et puis, le micro revient à vous. Et puis, on va absolument commencer la session à venir avec des choses pour lesquelles on n'a pas eu du temps pour le faire maintenant. Alors voilà, le partage de l'écran est fini. Le micro à vous. Merci, merci. Je ne sais pas bien si le micro était là, non allumé ou non. On a beaucoup de choses encore à digérer, mais on a beaucoup plus dans des séries, hein. Et puis, sur ce note-là, on pourra vous dire merci. Merci à Dr. John et Dryden et Dr. Andron. Merci, c'est Dr. Samia. Il y en a des questions, je sais, bon, je sais qu'on n'a pas trop de temps, mais bon, pardon, le partage de l'écran. So my question really is, I've been reflecting on Dr. La question, donc, c'est en réfléchissant à l'article de 2021 du Medical Association Journal, donc pour déconstruire le racisme systémique. Et donc ensuite, toute une série d'autres énoncés qui ont apparu, d'autres articles qui analysent également la nature de ces énoncés au sein des institutions d'éducation aux États-Unis et le besoin de changements concrets. Alors, comment voyez-vous des leaders au sein du système de santé et comment est-ce que vous voyez différents leaders d'organisations importantes, comment est-ce que vous les voyez résister aux changements qui sont nécessaires et comment vous gérez cette résistance dans des contextes plus larges, comme par rapport à la théorie de la race qui a été utilisée comme outil. Et ça a été utilisé par l'idéologie d'extrême droite, effectivement. Et on l'a vu à plusieurs reprises aux États-Unis et ailleurs. On le voit à travers les différents experts d'extrême droite au Canada et ailleurs. Alors, c'est pour reprendre quelque chose que j'ai dit avant, et je vais peut-être mieux le redire encore maintenant, c'est que le docteur et d'autres collaborateurs qui ont travaillé avec elle, donc travaillé sur la diversité et l'inclusion. Ce qui va se passer, c'est que souvent, les personnes vont dire on est engagé à la diversité et l'inclusivité, mais c'est tout. Et c'est tout ce qu'il suffit de changer, c'est tout le travail qu'il suffit de faire. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus qu'il faut faire. Donc, on a vu Justin Trudeau qui se défendait d'avoir coloré son visage en noir simplement parce qu'il était jeune. Et en même temps, on ne voit pas qu'il y a des changements profonds par rapport à l'engagement anti-racisme à l'égard des personnes noires. Et de son côté, ce qui se passe, c'est que les gestes posés par les personnes qui sont engagées souvent ne sont pas des gestes radicaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas se mobiliser face à des situations comme celle des Noirs qui sont brutalisés et nous ont été étiquetés
plutôt que de étiqueter comme criminel, plutôt que l'on prenne la défense comme victime de meurtre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsque les preneurs de décision disent nous sommes là pour écouter et apprendre, ce qui est très bien dans un premier temps, mais c'est une étape qui aurait dû se produire avant que l'on devienne leader, avant que l'on n'arrive en poste pour prendre des décisions. Donc, ça devrait se produire en amont, cela, parce que maintenant, là où vous êtes placé en tant que décideur, c'est le temps d'agir. Alors que ce qu'on nous répond, c'est qu'il faut comprendre les raisons à la base de cela, alors qu'on les connaît, les raisons. Faisons des revues, des retours, des recommandations. On les a, toutes les recommandations, toutes les étapes à suivre. Et ce que l'on voit maintenant, ce sont des personnes qui sont en position de prendre ces décisions-là, mais ils ne le font pas. Et c'est ça que l'on doit contrer, parce qu'on se pose la question, où est la volonté concrète de poser des gestes là où d'autres ne les ont pas posés pour restructurer complètement nos meilleures pratiques. Et c'est ça qui manque. C'est ça qui manque dans certains des postes décisionnels. Et c'est ça le travail que l'on fait. On nous dit oui, et on va faire les choses différemment, il faut les faire. Et ça ne devrait pas prendre aussi longtemps que ça. Et on sait que parfois on est peut-être abrupt ou droit au but, mais la seule façon de l'affronter, c'est de nommer les choses et c'est ce qu'on fait. Alors, on voit qu'il y a des organismes qui prennent le leadership et poussent les leaders à le nombre de démarches qu'ils ont fait pour pouvoir déconstruire le racisme à l'égard des personnes noires. Alors, on a restructuré notre protocole tout entier sur les bases et c'est ça, les bases de l'approche. Et c'est ça que l'on doit faire parce que c'est frustrant de voir ce qui s'est passé en temps de pandémie avec le COVID et voir que maintenant, et on n'a toujours pas d'actions qui sont prises en matière d'antiracisme à l'égard des personnes noires. Comment ça se fait qu'on a pris des mesures bien concrètes anti-Covid ou post-pandémie alors qu'on n'est pas capable de les appliquer pour contrer le racisme à l'égard des personnes noires, mais le racisme également à l'égard des personnes autochtones qui continuent, ce racisme-là, à miner nos sociétés. Alors, on continue à sentir cette résistance. Alors, merci beaucoup pour vos interventions. Merci. Alors, j'aimerais passer également la parole à notre directrice scientifique pour quelques réflexions. Samia, voudriez-vous ajouter quelques mots à l'intervention de la docteure? Je pense que c'est une réponse tout à fait complète, dit Samia. Alors, j'aimerais maintenant inviter notre directrice scientifique à partager quelques réflexions. Merci, Pema. Alors ici, j'ai beaucoup de réflexions, j'ai beaucoup de notes, mais je vais revenir à quelque chose que vous avez dit un peu plus tôt dans votre présentation, Dr. Dryden et Samia. Et c'est lorsque vous posiez la question de Dr. Stephanie Nexon. Alors, je vais quitter cette session en reposant cette question à ce public, à ces participants, en vous remerciant d'avoir été là, d'avoir participé à cette conversation. Alors, quels sont les éléments que vous rapportez avec vous? Quelles sont les pistes de réflexion que ça vous suscite? Comment est-ce que je me sens, comment est-ce qu'on se sent pendant cet apprentissage et désapprentissage? Et la question du Dr. Nixon est très importante. Quelles sont les prochaines étapes d'apprentissage pour moi, pour chacun d'entre nous, pour arriver à poser des gestes, à passer à l'action? Alors, je vous quitte avec ces questions alors que l'on réfléchit à l'action, au geste à poser. Alors, faire quelque chose, mais faire quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas encore fait avant nous.
Alors, je vais vraiment aborder ça d'un point de vue bien concret d'action. Alors, merci encore une fois, merci à chacune d'entre vous, nos invités, nos participants. Emma? Alors, merci. Je vais vous demander rapidement de compléter le formulaire d'évaluation. On sait que vous travaillez dans le domaine de la santé et donc vos réponses sont précieuses pour pouvoir ajuster le tir et adapter notre contenu à vos exigences. Le sondage est en français et en anglais et vous avez juste donc à cliquer pour avoir accès à l'une ou l'autre langue. Alors, vous pouvez lire les How to Connect au NCCDH, donc pour rentrer en contact avec nous. Mais donc, ces webinaires ont été organisés donc, par le Centre de collaboration nationale déterminant de la santé. Et c'est Amanda Deye, qui est ma collègue, qui était avec nous au centre, a également organisé, a participé à l'organisation de ces webinaires, qui a donc été un leader pour amener l'antiracisme dans les priorités du CCNDS. Et donc, pour axer donc, notre travail sur l'antiracisme à l'égard des personnes noires au centre de nos priorités essentielles. Donc, merci à nos invités. Merci au Dr. Dryden et merci à Samia. Et merci à tous ceux de notre équipe qui ont participé à l'organisation de ces webinaires ainsi qu'aux participants. N'oubliez pas de cliquer sur le lien d'évaluation. Et pour répondre à vos questions, oui, ça a été enregistré et nous allons partager les liens dès qu'ils seront disponibles. Merci.